Vas-y, tu vas pouvoir nous faire la... Donc les critères, donc c'est l'histoire récente. On lui demande l'augmentation du nombre de crises, si elles sont supérieures à 4 fois par semaine, l'augmentation du nombre de prises du traitement, l'efficacité moins importante du traitement, d'où la nécessité d'une augmentation, la variabilité du DEP s'il l'a fait qui est supérieur à 20% dans la journée, s'il y a eu des hospitalisations récentes nécessitant, s'il a dû avoir de l'oxygène, s'il y a eu des complications infectieuses pouvant expliquer l'aggravation récente, s'il a des symptômes nocturnes qui sont supérieurs à 1 fois par mois, le nombre d'apparitions diurnes, et puis voilà. Et s'il prend bien son traitement. Oui, ça c'est important aussi, hein, s'il prend bien son traitement. Ce qui revient à dire qu'on recherche l'exposition éventuellement à des facteurs déclenchants potentiels. Donc dans ce que tu as dit, il y a effectivement la majorité des choses. Alors, par contre, un chiffre seuil du nombre de crises, c'est un petit peu délicat parce que ça dépend du patient. Hein. C'est en fonction de tout un chacun. Il y a des petites réglettes, un petit peu comme les semaines d'aménorrhée qu'on donne aux femmes enceintes. Il y a la même chose pour les débits expiratoires de pointe que les patients peuvent mesurer chez eux. Donc, dans le traitement, sur l'ordonnance que vous lui avez fait lors de la première consultation, vous l'avez prescrit un appareil pour mesure du peak flow. Et évidemment, pour qu'ils sachent un petit peu à quoi ça correspond, pour qu'ils sachent s'en servir, il y a aussi, donc, plutôt que des abacs invraisemblables pour la mesure du peak flow, vous lui donnez une petite réglette, qui est simplement marqué homme-femme et puis une tranche d'âge. Et partant de là, il pourra très bien surveiller s'il est dans le rouge, s'il est dans le orange, dans le vert à peu près, il y a une code couleur. Donc c'est bien ça pour la surveillance. Donc vous lui demandez s'il a plus de crises. Voilà, c'est la fréquence des crises qui est importante à rechercher. Si évidemment, à chaque fois qu'il fait une crise, si ça marche moins bien, la sensibilité des médicaments, effectivement, ça va être un caractère important pour l'instabilité de l'asthme. Ce qui correspond à dire qu'il prend plus de médicaments. Ou ce qui correspond à dire que globalement, normalement, sur la mesure, s'il mesure régulièrement son débit expiratoire, soit ça varie dans la journée, soit c'est moins bien, et surtout le matin. Si particulièrement le matin, c'est un peu moins bien, ça peut être un des premiers critères pour l'instabilité. L'autre chose évidemment à demander, ça c'est un facteur quand même notable pour suspecter que l'asthme pourrait être instable, c'est un critère indirect, c'est les potentiels facteurs déclenchants, c'est-à-dire qu'en fait il continue de fumer, ou il s'est mis à fumer, ou il s'est remis à fumer, ou alors il prend mal son traitement. C'est les deux choses clés à retenir tout au moins, c'est qu'il n'y a pas un contrôle complet de l'éviction des facteurs déclenchants. Et là, vous pouvez vous dire que combiné à des crises qui augmentent un petit peu, vous pouvez très bien vous dire que le malade ne vous sentez pas trop et qu'il est à risque de décompenser. Ça, c'est important, l'exposition résiduelle aux facteurs déclenchants. Vous avez une magnifique iconographie, c'est joli ça. Hein. Qu'est-ce que tu as vu sur cette planche de scanner? Donc c'est un scanner thoracique en coupe transversale qui part au niveau cervical et qui s'arrête, bon, je sais pas... Voilà, on toujours va dire dans les que là, poumons. on a ciblé, et je pense que c'est un scanner normal. Normal? C'est vrai, c'est possible. On peut vous mettre des examens normaux. C'est quand même pas très sympa, mais ça peut arriver. Est-ce que l'examen est normal? Alors, c'est bien de l'avoir décrit, donc d'avoir conclu que c'était normal. Non, c'est vrai que ça peut arriver de vous mettre un examen normal. Il faut vous méfier. Regardez à l'étage... on le voit jusqu'en bas en fait. Là, c'est spécialement les coupes sur lesquelles on le voit. Tu peux préciser que l'examen en fait, c'est donc un scanner, voilà, sans injection, enfin avec injection. Non, sans injection. Celui-là a été sans injection. Celui-là a été injecté. Voilà, ça c'est celui-là a été injecté. Et vous voyez tout à fait sur la structure vasculaire. Hein, si vous avez du mal, vous regardez le cœur directement. Est-ce que c'est injecté à gauche, à droite? Ça permet de caractériser l'examen. Donc le scanner effectivement a été injecté. Et évidemment, il est acquis en coupe transversale. C'est quand même un scanner. Enfin, encore qu'on ne sait jamais. Acquis en coupe transversale, à l'étage thoracique. Et on a ciblé essentiellement la fenêtre médiastinale. On ne vous a pas donné la fenêtre parenchymateuse là-dessus. Est-ce que ça ne vous étonne pas, les deux premières coupes là, au niveau de l'étage très haut, au-dessus des apex des poumons? Est-ce que vous avez regardé un petit peu que chaque structure basicervicale est bien quasiment disséquée? Quasiment disséquée, hein. On voit la trachée, on voit la glande thyroïde tout autour, on voit les structures vasculaires, de chaque côté on voit les magnifiques carotides primitives, et on les voit vraiment très bien. Il y a beaucoup de noir autour.
Alors, sous la peau, il n'y a pas grand-chose, mais effectivement, autour de la trachée, quand même, il y a des choses bizarres. Vous descendez un petit peu plus bas. Les premières coupes au niveau c'est le tiers moyen de la trachée. Vous êtes encore au-dessus de la crosse de l'aorte, vous êtes au niveau de T1. Il y a encore de l'air devant la trachée et sur le côté, à côté de l'œsophage. Et c'est quand même bizarre parce que c'est pas l'œsophage qui est devant la trachée quand même. Regardez sur les dernières coupes, alors on voit un petit peu moins bien, mais là on approche la crosse aortique et juste en avant de la crosse aortique et même en para-aortique au niveau de la crosse sur l'image de droite, il y a quand même des petites images qui sont hypodenses limitées par une membrane. Effectivement, c'est l'extrémité du médiastin. Là, vous avez la plèvre pariétale au niveau médiastinal ici. Donc, il y a des structures hypodenses qu'on voit encore mieux au niveau médiastinal. Il a fait quoi? Un pneumomédiastin. C'est joli quand même, pneumomédiastin. Ça peut arriver assez souvent. On le voyait pas bien sur la radio imprimée, donc je ne vous ai pas mis la radio de poumon. Mais en fait, comme on le voyait sur la radio de poumon, on voyait un liseré qui délimitait tout le bord gauche du cœur et même tout le bord droit. Finalement, on a fait le scanner, et puis le scanner, effectivement, il y avait un joli pneumomédiastin. C'est quand même habituel, le pneumomédiastin. En fait, parfois, on ne le voit pas parce qu'il n'est pas de grande abondance. C'est pas forcément synonyme d'une infection du médiastin. Il y a un petit peu d'air qui est passé, et c'est pas pour autant qu'il y ait des complications infectieuses. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'argument pour des médiastinites. Mais effectivement, il y avait une hypodensité gazeuse diffuse dans la loge médiastinale. Et donc, la conclusion, c'était un pneumomédiastin au décours d'une exacerbation asthmatique. Généralement, ça arrive quand même quand il y a une exacerbation, quand même. Ça n'arrive pas tout seul, hein, donc il y a une exacerbation asthmatique sévère. On diagnostique donc une sinusite maxillaire droite. On vous donne la cause. Là, on a fait un scanner parce que la radio est normale, c'est ça? Oui, sur les anomalies, vraiment. Sur la radiographie, ça ne se voyait pas bien sur la radiographie imprimée là. Donc je vous ai mis le scanner d'emblée. C'est plus joli. Alors vas-y. Alors, je l'ai traité en ambulatoire. J'ai fait un traitement symptomatique. C'est important cette question, hein. C'est important. Hein. Ouais. Mais en fait, j'avais envie de le mettre sous corticoïde aussi pour son asthme, donc j'étais embêtée parce que si c'est infectieux, sa sinusite, ça va faire flamber. Donc honnêtement, je ne savais pas trop quoi faire. Je l'ai mis sous corticoïde Peros pendant 8 jours et DRP. Voilà. D'accord. Tu as mis juste du Surveillance. corticoïde ? Bah non, du coup, j'ai mis les antibiotiques avec aussi. Parce que ça... Donc ça, c'est l'intérieur de rubrique d'un plan. Mais si tu ne fais pas de plan, tu vas rater plein de choses, surtout sur une pathologie comme ça. Il faut absolument faire un plan. Donc tu as décidé de le garder ou pas à l'hôpital. Effectivement, la crise a peut-être été sévère pour faire ce pneumomédiastin. En tout cas, là, en l'occurrence, sur le plan respiratoire, il n'a pas l'air d'être menaçant. Vous allez le traiter en ambulatoire, c'est tout à fait possible. Par contre, vous ne pouvez pas mettre réponse comme ça sur la question du traitement au hasard. Il faut que vous marquiez ici que vous allez devoir changer son traitement par rapport à l'asthme, et donc ça, vous le précisez. Donc du coup, sur le traitement de fond, tu précises qu'éventuellement, tu vas être amené à augmenter son traitement de fond, notamment le corticoïde inhalé. Donc ça, tu l'écris. Sur le traitement oral, tu peux tout à fait proposer une cure par corticoïde pour être sûr que même si là, il va bien, qu'il n'y ait pas de récidive par rapport à l'instabilité de l'asthme, qu'il n'y ait pas de récidive juste en quittant la consultation, ça ferait un peu moche. Donc la corticothérapie orale, généralement, donc, là, ce qu'il faut retenir pour la posologie, c'est que c'est le milligramme kilo, le plus souvent c'est suffisant, que la cure elle doit être courte, et que du coup, vous pouvez l'arrêter brutalement. On peut faire des complications avec ça, sauf que là, quand même, on va le donner pour une durée limitée. C'est aussi pour ça qu'il faut avoir un contrôle sur la prise médicamenteuse quand même, et qui pourra l'arrêter d'un coup sans inquiétude. Même si derrière, les parents vous disent « Ah, mais j'ai entendu que, machin », il n'y a pas de problème à ce registre-là. Le traitement de fond, donc il va falloir le changer, parce qu'on a l'impression que l'asthme n'est pas contrôlé. Le traitement de la crise, entre guillemets, va permettre d'augmenter pendant ce temps-là le traitement de fond et d'avoir sa pleine efficacité au bout de quelques jours. Et il faut surtout traiter quoi? Il faut l'écrire tel quel. Traitement du facteur déclenchant. Vous l'écrivez, hein. Il vient pour une sinusite maxillaire droite cette fois. Si vous n'avez pas traité la sinusite maxillaire droite quand vous avez écrit la question, vous payez un 0 à la question. Ça, c'est caricatural, mais presque. Donc vous traitez le facteur déclenchant, vous traitez la sinusite. Et l'ORL, il n'a pas très peur de traiter la sinusite avec un peu de corticoïde, parce qu'effectivement, ça va permettre de dégonfler le conduit de conduction jusqu'au cornet moyen. Ça va permettre d'évacuer la surinfection purulente. Donc au contraire, la corticothérapie en cure courte va tout à fait indiquer aussi, ne va pas poser de problème au registre ORL. Par contre, pas toute seule. Il faudra un peu d'antibiotiques là, ici. Là, il faudra. Donc, il faut le lui prescrire, l'antibiotique. Et il faut couvrir les coccyes et il faut couvrir éventuellement les bégènes aussi dans le sinus. Donc, tu seras obligé de mettre l'acide clavulanique avec l'amoxicilline et tu peux mettre 1 gramme 3 fois par jour. Là aussi, la posologie, elle peut être attendue. Donc,
Ça, c'est important. Un traitement pour l'ORL, ce ne sera pas suffisant d'écrire les corticoïdes antibiotiques. Il y a d'autres choses qui peuvent rapporter 0 sur un dossier d'ORL. Et si on oublie de faire le traitement local, ce n'est pas le tout de diminuer l'œdème avec les corticoïdes par voie systémique. Il faut qu'il fasse ses lavages des fosses nasales, etc. Donc ça, vous l'écrivez, soins locaux, lavage des fosses nasales, et éventuellement des corticoïdes locaux inhalés. Donc ça, c'est vraiment le point incontournable. Ce que vous pourriez discuter pour le traitement de fond, s'il y a une atteinte sinusienne, avec un lien avec l'asthme, c'est les antileucotriènes. Les antileucotriènes, on peut quand même en parler un peu en décat, là, le singulaire, là. Vous pourriez le proposer chez les patients qui font volontiers des épisodes ORL, sinusite, etc. Là, ça peut avoir sa place dans le traitement de fond à plus forte raison. Et votre malade, vous ne perdez pas de vue. Là. Il vous amène une imagerie qui n'est quand même pas anodine. Il a quand même fait une crise qui a l'air sévère. Vous mettez un traitement de fond, etc. Il faut le revoir. Il faut être sûr que les choses se passent bien. Donc vous laissez partir avec un rendez-vous de consultation de surveillance. Et ça, vous l'écrivez sur votre réponse. En l'occurrence, on ne pouvait pas mettre de point à la question si vous n'avez pas traité le facteur déclenchant. Donc la question, c'était la prise en charge de la sinusite tout venant, indépendamment du terrain asthmatique. Et une sinusite tout venant, elle doit être traitée par une vraie sinusite, avec la rhinopurulente, les signes cliniques de sinusite, l'atteinte, donc en l'occurrence pour faire le diagnostic de la localisation maxillaire, ça doit nécessiter des antibiotiques. 48 heures, 7 jours, 8 jours. 8 jours. Et pendant 8 jours, les traitements symptomatiques locaux, avec les lavages des fosses nasales et corticoïdes locaux, etc., ça aussi, c'est des mesures importantes. Et la surveillance derrière de la même manière. Bon, c'est un petit peu moins préoccupant que lorsque ça se complique d'une décompensation potentielle de maladies chroniques, ça c'est sûr. Alors, un diagnostic syndromique qu'évidemment le malade n'avait pas dans la réalité. Et souvent, question 9, on arrive à des choses comme ça, à l'internat. Ok. Donc j'avais pensé à la triade de Vidal. D'accord. Donc parce qu'il a un asthme et on l'écoute. Parce qu'il a un asthme et la sinusite maxillaire, ça me ferait rechercher des polypes nasosinusiens. D'accord. Donc elle a proposé la triade de Vidal. C'est assez classique, il faut l'avoir vu au moins une fois. Sur le plan méthodologique, on demande un examen qui pourrait le confirmer. Donc moi j'ai mis la nasofibroscopie pour voir les polypes. D'accord. Est-ce que tu es sûr de les voir, la nasofibroscopie? S'ils sont volumineux, oui. Oui, s'ils sont volumineux, tu pourrais les voir. Donc, et s'ils sont localisés... Mais s'ils sont tout petits, peut-être qu'ils ne donneraient pas de symptomatologie, les sinus. Effectivement. Et puis parfois, ils pourraient être dans le massif sinusal postérieur. Donc, en plus, tu pourrais passer à côté. Donc, la triade de Vidal, parce qu'on avait l'asthme et puis une prise d'aspirine intercalée et une atteinte sinusienne, assez volontiers. On pourrait le vérifier avec l'examen, le meilleur examen finalement. Un examen de dépistage comme elle le proposait. C'était, écoutez bien, l'atteinte sinusienne, on pourrait tout à fait la dépister avec l'examen clinique. Allez voir s'il y a des polypes, c'est assez facile. Ça, on l'aurait vu dès le départ avec une consultation ophtalmos ORL spécialisée. Par contre, si on veut être certain de ne pas rater le diagnostic, et l'examen clinique pourrait passer à côté, c'est de faire un scanner du massif sinusien. Et à ce moment-là, on ne le raterait pas, le diagnostic de polypose nasosinusienne. Donc voilà l'examen qu'il fallait proposer. Bon, ça, c'est globalement maladie rare, peu de points. C'est toujours pareil, des histoires comme ça c'est toujours à la fin des questions. Ça ne correspond pas toujours à la réalité, c'est pour la culture. Et ça ne doit pas être coté de manière importante. Par contre, tu peux répondre à la dernière question dans la foulée. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le convaincre? En fait, j'avais mis qu'il avait plus de risques de faire... qu'il pouvait faire une crise d'asthme aiguë grave. Qui pouvait mourir. Voilà, c'est une information simple qui généralement est compréhensible. Non, mais c'est exactement ça. Est-ce que je crois qu'il y a 1% de décès, je crois. Enfin, que les décès sont plus fréquents à l'adolescence justement parce qu'il y a moins de compliance au traitement et du tabac. Exactement, c'est là où on a le plus volontiers l'exposition aux facteurs déclenchants des crises d'asthme. Donc c'est avec ce type de clients-là, entre guillemets, que vous avez plus de difficultés à prendre en charge. Et du coup, c'est eux qui vont faire partie des 2000 personnes qui vont mourir. Donc c'est facile. Vous l'avez à la consultation, vous essayez de le convaincre, vous lui dites, c'est pas compliqué. Hugo, si tu continues de fumer, tu vas mourir chez toi. Et ta mère va te regarder. Non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez fait des gardes au SAMU. Franchement, les 2000 personnes qui meurent, elles ne meurent pas à l'hôpital la plupart du temps. La plupart du temps, c'est mortalité préhospitalière. Donc vous appelez le SAMU, le bronchospasme, il est suraigu. Et lorsque le SAMU arrive, ça a beau prendre 5 minutes, souvent les gens, ils ont attendu un peu. Je ne sais pas si vous avez imaginé que les gens, quand le cœur s'arrête dans l'arrêt cardiaque, ils mettent déjà 8 minutes à prévenir ou 10 minutes à prévenir les secours. Vous imaginez combien de temps ça peut prendre pour une crise d'asthme?
Ah, mais respire tranquillement, assieds-toi, tiens, prends-toi un petit peu d'eau sur la figure, voilà. Et après, vous appelez le SAMU, pour peu qu'il y ait un mauvais passage d'informations, ça peut mettre un peu de temps, etc. Et la mortalité majoritairement préhospitalière dans les crises d'asthme aigu graves, et les malades, ils meurent d'asphyxie chez eux. C'est convaincant quand même, ça, pour prendre son traitement, arrêter de fumer. Il suffit juste de le dire simplement. Donc, c'est des choses importantes, même vous, à bien connaître. Hein. Hein, on nous fait toute une polémique sur la grippe, etc., la vaccination pour 2000 morts par an, actuellement, avec la grippe qu'on a. On est en même point avec l'asthme, finalement. Hein, donc il ne faut pas négliger ce genre de choses.